Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Nous recevons aujourd'hui Thierry Guidet pour le livre qu'il vient de publier aux éditions de l'Aube, La Rose et le Granic. Bonjour Thierry Guidet. Bonjour. Philippe Audy qui est également avec nous, fidèle au poste toujours. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe est je le rappelle, est le président du Conseil de développement. Alors, quelques mots sur vous, Thierry Guidet, même si vous êtes déjà bien connu sur cette antenne, où vous officiez de temps en temps. Je crois que vous avez même une émission. Et vous êtes journaliste et votre port d'attache a longtemps été le quotidien Ouest France. Vous en avez d'ailleurs dirigé la rédaction nantaise dans les années 90. Vous avez ensuite rejoint l'École supérieure de journalisme de Lille, dont vous avez été le directeur adjoint, si mes fiches sont exactes. Et vous êtes finalement revenu à Nantes pour y créer une revue que vous dirigez aujourd'hui, que les Nantais connaissent bien, qui s'appelle Place Publique, et dont le dernier numéro, je crois que c'est le 44e, vient de sortir. Il est consacré à la nuit, donc est un vaste sujet. Vous êtes aussi écrivain, vous avez publié une douzaine de livres, dont beaucoup sont consacrés à Nantes, et aussi à la Loire. Vous avez écrit, il y a quelques années déjà, un assez joli livre, la Compagnie du fleuve, qui relate votre descente de la Loire à pied. Je ne sais jamais si on dit descente ou remontée. On peut le relire avec profit aujourd'hui, parce que la marche à pied, finalement, c'est devenu un exercice littéraire qui est assez pratiqué, avec plus ou moins de bonheur, d'ailleurs, par des gens qui découvrent qu'il y a une France en dehors de Paris. J'ajoute aussi que vous vous êtes essayé au roman policier, il y a déjà longtemps, peut-être que vous reprendrez ça un jour. Mais aujourd'hui, le sujet n'est pas le roman policier. Nous allons évoquer votre dernier né, qui est La Rose et le Granit. Alors c'est un ouvrage qui est tout à fait intéressant, qui trace le portrait d'une génération, celle qui à la fin des années 70 a conquis un territoire conservateur, celui de l'Ouest, pour en faire une terre durablement de gauche, qui a construit une sorte de socialisme municipal à la mode régionale. Cet ouvrage analyse à la fois les causes de ce changement politique, mais aussi l'action qui a été conduite pendant ces élus, depuis près de 40 ans. Et puis évidemment, on est en période d'élection municipale, le livre pose aussi la question de l'avenir. Est-ce que cette terre de gauche va le rester en 2014 ? Est-ce qu'on est sur un cycle qui s'achève ? Alors ma première question est un peu personnelle, c'est souvent l'habitude ici. Ce livre est finalement beaucoup plus qu'un livre politique classique de journaliste. Il y en a beaucoup, mais vous avez un peu dépassé ce travail-là. Ça rappelle évidemment le fameux tableau politique de la France de l'Ouest, publié par Siegfried au début du XXe, je crois que c'était en 1913. Alors il y a eu Siegfried en 1913, il y aura Guidet en 2014, ce serait ça la référence ? C'est très aimable, mais je crains que ce soit une référence un peu écrasante, pour plusieurs raisons. D'abord, le travail d'André Siegfried, effectivement paru en 1913, était une somme. On dit parfois d'André Siegfried qu'il est le fondateur de la géographie politique. Ça, c'est la première raison. Moi, je n'ai pas une telle ambition. La deuxième différence à faire, c'est que son ouest est plus vaste que le mien, qui se cantonne au Pays de la Loire et à la Bretagne. Cela dit, je ne suis pas mécontent de me situer dans une certaine filiation par rapport au travail de Siegfried, que j'utilise d'ailleurs et que je cite souvent. La nouveauté du travail de Siegfried, c'est de montrer que les comportements politiques, les comportements électoraux ne sont pas erratiques, qu'ils obéissent à des logiques ancrées dans le temps long. On connaît la thèse de Siegfried, discutable d'ailleurs, sur le granit et le calcaire où se concentrent les points d'eau en peu d'endroits et qui détermine un habitat groupé, alors que le granit, favorable à la dispersion des points d'eau, est aussi favorable à l'éclatement de l'habitat, et le calcaire induirait un vote de gauche, tandis que le granit induirait un vote de droite. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus, mais en tout cas, le mérite de ce genre de théorie est de montrer qu'il y a des liens entre la géographie,
l'histoire et les comportements politiques, ce qu'on peut retrouver, me semble-t-il, dans mon ouvrage. Oui, je vous confirme, on le retrouve assez bien. Et alors, ce livre dresse d'abord le portrait de cette génération qui a pris le pouvoir dans les villes de l'Ouest en 77. Et vous, cette génération, vous lui donnez un nom, vous dites c'est celle des conquérants. Alors, c'était ce qu'on appelait la vague rose, pour parler clair. Pour vous, cette vague, c'était pas accidentel. Vous dites que c'est un glissement de terrain, que c'est quelque chose qui vient de très très loin. Alors, d'où il vient ce glissement et il ressemblait à quoi ces conquérants de 77 ? Oui, c'est un glissement de terrain avec le côté brutal, subit que peut revêtir un glissement de terrain, mais c'est un glissement qui est préparé par de très profonds mouvements du sous-sol qui étaient largement invisibles. Alors, ces mouvements du sous-sol, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qui va faire que l'Ouest, ce pays d'autrefois, pour reprendre l'expression de Siegfried, cette région globalement conservatrice, même s'il y a un certain nombre d'exceptions, va devenir une terre durablement de gauche. Premier phénomène marquant, à mon avis, c'est l'urbanisation. L'Ouest a longtemps été une région sous-urbanisée. Deuxième mutation, c'est une certaine industrialisation accompagnée d'une tertiarisation de l'économie. Troisième phénomène marquant, sans doute, l'explosion de l'enseignement supérieur, qui va profondément marquer d'ailleurs cette génération. Pour beaucoup de membres de cette génération, le passage par l'université sera la voie de l'ascension sociale. Et puis, pour le faire vite, quatrième élément de ces mutations profondes, eh bien, c'est une espèce de révolution culturelle. Alors, bien sûr, pas au sens chinois du mot, mais pour désigner des mutations culturelles profondes dans de différents aspects, notamment l'aspect religieux qui revêt une importance particulière dans une région de vieux catholicisme comme l'ouest de la France. C'est quoi ? C'est l'influence des cathos de gauche, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de voter pour ou contre Dieu, c'est ça ? Alors, il faut aborder cette question religieuse avec un peu de prudence et de finesse, parce que souvent on est allé trop vite en disant, voilà, les démocrates chrétiens sont devenus socialistes, point final. En fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a deux phénomènes concomitants qui ont joué, qui sont de nature différente, mais qui sont allés dans le même sens. On a d'une part un desserrement de l'emprise ecclésiale sur les consciences, largement lié, me semble-t-il, à l'urbanisation. Quand on quitte son village, quand on quitte l'ombre du clocher pour venir habiter dans une ZUP, évidemment, on est moins dépendant de la contrainte sociale qui avait un lien évidemment avec la pratique religieuse. Si on ne va pas à la messe tous les dimanches, on n'est pas immédiatement repéré. Et puis, l'Église catholique était en plein mouvement dans cette période-là, n'oublions pas le Concile Vatican II au début des années 60. Ça, c'est un des deux phénomènes à l'œuvre. Le deuxième phénomène, c'est la radicalisation, l'évolution vers la gauche d'un certain nombre de militants catholiques, des militants de mouvements d'action catholique, comme la JOC, comme la JAC, comme le MRJC, de militants profondément marqués par l'empreinte catholique et qui vont souvent d'ailleurs, au nom même de leurs idéaux chrétiens, trouver une traduction politique à ces idéaux en votant à gauche. Je ferai remarquer ce qu'on a parfois oublié, que ce n'est qu'en 1972 que l'épiscopat français déclare officiellement qu'il est légitime, enfin qu'il est autorisé, licite pour des catholiques de voter à gauche, de voter socialiste. Quel rôle a joué mai 68 dans cette période, enfin dans ce glissement de terrain ? Bien, mai 68 a sûrement un caractère accélérateur.
avec un effet retard, puisque mai 68, enfin les élections législatives de juin 68 sont une grave défaite pour la gauche, y compris dans l'Ouest. C'est le raz-de-marée gaulliste. Et l'élection présidentielle qui va suivre l'année suivante, en 69, sera également un grave échec pour la gauche, puisque le deuxième tour voit l'affrontement entre le candidat néo-gaulliste Georges Pompidou et le candidat centriste Alain Poher. Le candidat socialiste Gaston Defferre, qui fait pourtant alliance avec quelqu'un d'aussi prestigieux que Pierre Mendès France, ne réunit qu'un peu moins de 5% des voix. Et c'est le candidat communiste Jacques Duclos qui lui fait un bon score et arrive largement devant le candidat socialiste. Cela dit, mai 68 va avoir des effets dans le plus long terme, notamment des effets culturels. On va connaître au début des années 70 une sorte d'inversion des valeurs. Les ploucs se rebellent. C'est le moment où on va nous dessiner des bécassines en passionnariat, le point levé. C'est le moment où un livre comme celui de Pierre-Jacques Azélias, le Cheval d'Orgueil, va être un best-seller complètement inattendu. C'est le moment où un quotidien comme Ouest France va devenir le quotidien le plus diffusé en France, qui était le cas jusque-là de François. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont revendiquées par la périphérie, qui sont revendiquées par l'Ouest, notamment en Bretagne, mais aussi dans les Pays de la Loire. Être à l'Ouest devient tendance. Qu'est-ce qui change dans le rapport urbain et rural pendant cette époque-là, finalement ? Alors, le poids croissant de la population urbaine, c'est quelque chose de complètement décisif, parce que quand on regarde, quand on fait des analyses électorales sur le long terme, à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'aux années 1950-1960, on voit que souvent, notamment lors des élections législatives, le poids des villes, qui est relativement faible dans l'Ouest, Nantes étant une sorte d'exception dans le paysage, et ce poids des villes est noyé en fait par les campagnes, souvent d'ailleurs au prix de découpages électoraux astucieux. Ce qui va se passer avec le gonflement de la population des villes, eh bien, c'est que progressivement, le bloc urbain va prendre le dessus par rapport au bloc agraire, démographiquement, économiquement, et donc à un moment donné, politiquement. Et cette génération de 77, il faut aussi donner quelques noms, quand même. Quelquefois on les oublie, mais beaucoup sont encore là aujourd'hui. Ils n'avaient pas tous le même âge d'ailleurs. Non, on a bien sûr, il y a même une assez grande différence d'âge. On a des gens comme Jean Monnier à Angers, comme Francis Leblé à Brest, qui sont des gens de l'avant-guerre. Et puis on a d'autres qui sont nés pendant la guerre, je sais pas, c'est le cas du maire du Mans, par exemple, Jean-Claude Boulard. Et puis, on a des gens plus jeunes, on a un baby-boomer, le plus connu d'entre eux, Jean-Marc Ayrault, qui est très jeune, puisqu'il a 27 ans, quand il prend la mairie de Saint-Herblain. Ce qui fait qu'on peut parler d'une génération, c'est pas le fait qu'ils soient nés au même moment, mais c'est le fait qu'ils aient vécu ensemble à la même époque, ce bouleversement politique qui a été le glissement de l'Ouest vers la gauche. Philippe. Mais en même temps, il y a eu aussi quelque chose qui a joué, qui est la transformation du Parti socialiste. C'est-à-dire que je pense que si ces jeunes gens sont arrivés là, à ce moment-là, c'est aussi parce que l'appareil politique, enfin le Parti socialiste, c'est lui-même remis en cause, transformé. Il y a eu cet accord avec le programme commun. Enfin, peut-être c'est intéressant d'en dire un mot. Bien entendu. Jusqu'à maintenant, j'ai insisté sur les évolutions sociologiques.
de l'Ouest, mais ça n'aurait pas suffi. Il fallait bien qu'il y ait un débouché politique. Et c'est un débouché politique qui n'allait pas de soi. J'ai rappelé le très mauvais score du Parti socialiste, ce qu'on appelait la SFIO à l'époque, en 1969. Et puis, voilà, en 1971, il y a le congrès d'Épinay, il y a un nouveau Parti socialiste qui naît. L'année suivante, en 1972, il y a la signature du programme commun, et donc une ligne politique d'union de la gauche qui rompait avec plutôt les politiques de troisième force qui étaient menées jusque-là. Et le Parti socialiste va apparaître comme une sorte de débouché naturel des aspirations au changement des nouvelles générations et des couches sociales qui espéraient voir l'Ouest bouger. Ça n'était pas acquis, c'était pas écrit d'avance, mais c'est ce qui s'est passé. Et alors, ces nouveaux élus qui arrivent à la tête des villes ont finalement construit ce qu'on peut appeler un socialisme municipal. Et moi, j'ai cette interrogation. Est-ce que tout ça était en quelque sorte réfléchi ? En gros, on commence par conquérir le local pour progressivement gagner le national, ou est-ce que finalement cette construction s'est faite de façon un peu spontanée ? Est-ce que ces élus ont été surpris d'être élus d'abord ? Alors oui, enfin... Plus ou moins, ça dépend des endroits, ça dépend des villes. Par exemple, à Brest, Francis Leblay, qui l'emporte de quelques dizaines de voix, ne s'y attendait pas plus que ça. Bon, il y a d'autres endroits où c'était plus prévisible, ça dépend. En tout cas, sur le rapport au national, je crois qu'il y a deux choses qui se passent au même moment. Ces élections municipales de 77, qui sont un très bon cru pour la gauche, pas seulement dans l'Ouest, mais un peu partout en France, sont clairement vécues par les observateurs et par les acteurs politiques comme une élection intermédiaire entre l'élection présidentielle de 74, qui voit la victoire de Giscard d'Estaing sur Mitterrand de justesse, et celle de 81, où on se dit, bon, cette fois-ci, ce sera la bonne, cette fois-ci, c'est Mitterrand qui va l'emporter. Et donc, ces élections de 1967 sont prises comme un signe annonciateur de la victoire nationale à venir. En même temps, quelqu'un comme Edmond Hervé, qui est élu maire de Rennes en 77, me le dit dans un entretien rapporté dans ce livre. On ne pouvait pas se contenter d'attendre des victoires nationales. Il fallait bien que on prenne les choses en main et il fallait bien que nous fassions nos preuves, car une des caractéristiques de cette génération, c'est de regrouper des gens qui n'ont strictement aucune expérience de la gestion des affaires publiques, et qui sont parfois des gens jeunes. Edmond Hervé, par exemple, a 34 ans quand il prend la mairie de Rennes. Il l'apprend à quelqu'un comme Henri Fréville, qui est maire depuis quasiment la Libération, qui est quelqu'un qui a fait des choses très importantes pour Rennes, et à qui Edmond Hervé tire aujourd'hui son chapeau. Donc, ces jeunes gens ont leurs preuves à faire, c'est bien évident. Ils avaient une grande ambition puisque globalement, au niveau national, le slogan c'était « changer la ville, changer la vie ». Est-ce qu'ils ont finalement réussi cela ? Y a-t-il eu des ruptures ? Enfin voilà. C'est tout. Enfin, c'est un des fils rouges du livre. Changer la vie, sûrement pas. C'était évidemment une ambition démesurée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France en tout cas, plus personne n'assigne à la politique l'ambition de changer la vie. En revanche, qu'ils aient changé la ville me paraît peu contestable. Sous bien des aspects, les villes de l'Ouest sont devenues plus dynamiques, plus agréables, on s'y déplace plus facilement, elles jouent un rôle, y compris dans la politique nationale qu'elle n'avait pas dans les années 60. Ça, sur ce plan-là, je crois que tous les élus de 77 peuvent se prévaloir d'un bon bilan en matière d'évolution de leur ville.
Et ils ont changé la ville dans quel domaine précisément? Enfin, vous en citez quelques-uns dans votre livre. Vous parlez de transport, de culture, d'intercommunalité. Et quels ont été les domaines qui ont finalement été les grands marqueurs de ce socialisme municipal? Oui, je pense que les transports, c'est quelque chose de très important parce que une ville, c'est peut-être d'abord un endroit où on se déplace sans arrêt. Il faut se rappeler en outre les crispations idéologiques qu'on vivait à l'époque. Et Nantes, de ce point de vue-là, est un excellent exemple. Pour simplifier, mais on n'était pas avare de simplification non plus à l'époque, la voiture individuelle, c'était la liberté. Les transports en commun, c'était le communisme, c'était le collectivisme. Voilà. Et rappelons-nous, enfin les plus anciens de nos auditeurs ne l'ont sans doute pas oublié, quand Alain Chénard, sous son mandat, entre 1977 et 1983, lance le tramway. Alain Chénard est battu par Michel Chauty en 1983, et Michel Chauty menace un moment d'arrêter les travaux du tramway. Bon, il s'aperçoit que c'est impossible, et en tout cas dit moi je ne monterai jamais dans une rame de tramway. Ce genre de débat aujourd'hui nous paraît aussi archaïque que les guerres de religion. Aujourd'hui, des villes gérées par la droite, comme Nice, comme Marseille, comme Bordeaux, ont également fait le choix du tramway et s'en portent très bien. On pourrait dire un peu la même chose de la culture. Et là aussi, la culture a suscité des débats extrêmement vifs à Nantes. Souvenons-nous également des propos d'Alain Chénard sur la culture, d'Alain Chénard, pardon, de Michel Chauty, sur la culture socialo-marxiste et tout et tout. Bon, là, aujourd'hui, là encore, la culture est surtout utilisée dans les villes, qu'elles soient de gauche ou de droite, comme un facteur d'attractivité, comme une manière de faire parler de la ville, comme une manière de renouveler son image. Et là aussi, les débats de l'époque nous paraissent terriblement daté. Je vois dans ces politiques municipales, là on a évoqué la culture et les transports, quelque chose comme des grands débats qu'on a eus à l'échelle nationale. Par exemple, l'impôt sur le revenu. Longtemps, l'impôt sur le revenu fait l'objet de terribles batailles entre la droite qui le juge totalement confiscatoire et la gauche qui le juge plutôt dans l'évolution normale de nos sociétés. Aujourd'hui, très peu de gens remettent en cause le principe même de l'impôt sur le revenu. Donc je crois que assez souvent, en matière municipale, on a vu la gauche avoir des politiques plutôt novatrices, plutôt prometteuses, et qui ensuite font partie du bien commun. Cette vague de rose de 77, elle n'a pas concerné que l'Ouest. Est-ce que le socialisme municipal à la mode de l'Ouest est très différent de celui des autres régions? Je pense qu'il ne faut pas surestimer cette différence, ceux qui ont tendance, à mon avis, à faire un certain nombre de leaders socialistes de la région. Jean-Marc Ayrault, par exemple, qui a repris le thème du socialisme du grand large lors de la campagne présidentielle de Ségolène Royal. Ce qui est particulier, me semble-t-il, à la région, c'est que sur un fond très très marqué par le catholicisme, très marqué par un certain nombre de valeurs, alors qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, une région qui est largement passée, même si la Bassoire est un peu une exception, qui est largement passée à l'écart de la révolution industrielle, va trouver, près d'un siècle plus tard, des voies un peu particulières. Et là, il y a une sorte de modelage entre la région et ses élus, une sorte de connivence anthropologique. On ne sait pas trop qui est la cause, qui est l'effet, qui imprime sa marque à l'un, qui imprime son empreinte à l'autre. Mais voilà, il y a quelque chose, une sorte d'écosystème un peu particulier qui s'est créé. Avant de parler de l'avenir, on va prendre une première pause.
Fréquence citoyenne. Alors toujours avec Thierry Guidet pour son livre La rose et le granit, paru aux éditions de l'Aube, je le rappelle. Alors pour succéder aux conquérants là, dont on a parlé dans cette première partie, il y a aujourd'hui ceux que vous appelez les héritiers. Alors ils sont très différents de leurs aînés, hein. Ils ont le cheveu bien coupé, ils sont très propres sur eux, ils ont fait de bonnes études. Les conquérants n'étaient pas hirsutes ni ça. Ils avaient le cheveu quand même beaucoup plus long. Hein, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut les définir par rapport aux conquérants? Parce que la terminologie que vous employez, c'est quand même significatif. L'héritage, c'est pas un concept de gauche. Non, c'est une manière de les chatouiller un petit peu, et les uns et les autres. Alors, peut-être pour mieux comprendre les caractéristiques de la génération qui arrive, peut-être faut-il faire un petit retour en arrière sur la génération d'avant. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des disparités d'âge assez importantes. En revanche, il y a vraiment un point commun qui est très marquant. C'est l'origine extrêmement modeste de toute cette génération de 1977. Ça varie selon les cas, mais quelqu'un comme Edmond Hervé, par exemple, maire de Rennes, naît dans une famille de tout petits métayers, donc des gens qui ne possèdent pas leur terre, des environs de Lamballe. Quelqu'un comme Jean Monnier, qui va devenir maire d'Angers, devient apprenti menuisier à 14 ans. Quelqu'un comme Francis Leblay à Brest est ouvrier à l'Arsenal dès son adolescence. Ça, c'est une caractéristique commune. Deuxième caractéristique, le fait que tous les membres de cette génération sont des militants syndicaux, des militants associatifs, des militants d'Action catholique, des militants d'Action laïque, d'éducation populaire selon leurs origines, mais ils connaissent autre chose que le militantisme politique. Troisième caractéristique qui a été assez peu remarquée jusque-là, me semble-t-il, c'est que généralement ce sont des gens qui sont étrangers à la ville qu'ils vont conquérir. Ce sont des gens qui arrivent dans la grande ville par la petite porte pour y mener des études ou tout simplement pour y travailler. Et ce qui va créer entre eux et les habitants qui viennent à ce moment-là gonfler les huppes des grandes villes, une sorte de familiarité toute naturelle. Jean-Marc Ayrault en est un bon exemple. Jean-Marc Ayrault qui habite avec sa jeune femme dans l'immeuble du Sillon à Saint-Herblain est évidemment naturellement de plein pied avec la nouvelle population qui va gonfler cette ville qui passe en quelques années de 5 000 à 40 000 habitants. Donc voilà un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve parmi tous les membres de cette génération de 77. Et puis enfin, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, le fait que par nature, puisqu'ils conquièrent des positions, ce sont des gens qui vont débuter dans la gestion des collectivités. Quand on compare à la génération actuelle, là évidemment, on a affaire à des gens qui sont déjà expérimentés, puisque la gauche occupe de très nombreuses positions de pouvoir dans la région, la quasi-totalité des grandes villes, un certain nombre de départements, l'Ille-et-Vilaine, le Finistère, la Loire-Atlantique et les Côtes-d'Armor, les deux régions, depuis maintenant bientôt 10 ans. Oui, non, 10 ans exactement, oui, 10 ans très exactement. Donc forcément, il y a un tas de postes de pouvoir, de postes de responsabilité qu'il a fallu occuper. Et la plupart des candidats que nous allons voir au municipal de 2014, puis au régional de 2015, ont déjà une expérience d'adjoint, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional. Donc ça, c'est une différence importante. Pour autant, quand on regarde l'origine sociale, ce n'est pas la gauche caviar là, qui arrive, qui veut arriver au pouvoir. Ce sont aussi des gens globalement d'origine modeste. Alors, moins sans doute que la génération précédente parce que les conditions de vie, l'aisance, les conditions de logement tout simplement ont évolué dans l'Ouest. Pas question de voir comme Louis Le Pinsec dans sa commune de Mélac dans le sud Finistère, toute la famille vivent dans une seule pièce en terre battue. Mais enfin, les parents des gens de la génération de 2014 sont, je sais pas, souvent enseignants.
enseignants, souvent d'ailleurs dans l'enseignement catholique. Les classes moyennes plutôt. Voilà, les classes moyennes, mais bon, voilà, c'est des gens d'origine, voilà, plutôt modeste quand même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence qui me paraît intéressante à faire entre l'époque de la génération 77 et puis celle-ci, au sens où en 77 on était encore dans les 30 glorieuses, et vous dites dans votre livre d'ailleurs que finalement les 30 glorieuses se sont prolongées un peu plus dans nos régions qu'ailleurs, et que ces élus qui sont arrivés, qui ont dû, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit, mettre la main, engager des politiques, et ont pu le faire aussi dans un contexte où finalement il y avait une dynamique nationale, une dynamique économique. Et cette époque aujourd'hui, un peu désenchantée. Donc est-ce qu'un des défis de la génération qui arrive ce n'est pas aussi en quelque sorte d'être beaucoup plus gestionnaire que bâtisseur? Si, bien sûr, on le voit bien d'ailleurs à la tonalité de la campagne électorale, un petit peu partout. Hein. C'est pas, on n'a pas des programmes qui font particulièrement rêver. Les candidats savent bien qu'ils sont dans une période d'argent public rare, de nécessité d'économie budgétaire. Et leur défi, c'est d'essayer de faire, sinon mieux, du moins aussi bien avec moins. Ça, c'est effectivement une nouveauté, parce que les 30 glorieuses dans l'Ouest ne se sont pas arrêtées en 1977, ce qui est généralement la périodisation reconnue pour l'ensemble de la France. On peut dire qu'elles ont coulé plus ou moins jusqu'en 2000 à peu près, quoi. Et ça, évidemment, on s'en rendait pas compte, mais c'était un atout précieux pour les élus de nos villes de l'Ouest. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas, alors là c'est plus en termes de projection, finalement une nouvelle donne qui va aussi s'installer au travers des réformes qui vont toucher les collectivités territoriales, parce qu'on parle évidemment beaucoup des villes, mais la gauche a aussi conquis les conseils généraux, a aussi conquis les conseils régionaux, et là, probablement un nouveau paysage va se redessiner. On pouvait dire qu'il y avait une sorte de féodalisme plutôt urbain dans cette période. Est-ce que les choses ne vont pas se modifier dans le futur ? Les candidats, en tout cas, insistent beaucoup sur les conséquences de la fin du cumul des mandats. Des grands fiefs comme celui qui s'était taillé Jean-Marc Ayrault à Nantes, c'est probablement terminé. Même si je suis bien convaincu que certains élus resteront plus importants que d'autres. Mais très probablement, ça va les inviter, les obliger même, s'ils ne le souhaitaient pas, à travailler davantage en réseau que par le passé. D'autant plus que les membres de cette génération se connaissent déjà, ont eu l'occasion, dans les responsabilités qu'ils exercent jusqu'à maintenant, de travailler ensemble. Certains se sont connus dans de leur jeunesse militante, par exemple à l'UNEF, le syndicat étudiant. Donc là, je pense que le travail en réseau, et notamment entre Nantes et Rennes, va être amené à se développer davantage que par le passé. Dans cette génération de politiques, des héritiers, vous intégrez les Verts. Ils sont aussi héritiers de ça, et vous semblez penser que l'alliance PS-Vert, c'est quelque chose de durable? Alors oui, je pense que c'est une alliance durable. J'en dirai deux mots. Sur le fait de les classer parmi les héritiers, évidemment, c'est quelque chose qui se discute. Mais par exemple, quand j'ai interrogé François de Rugy, qui est porte-parole des Verts à l'Assemblée, lui, ça ne lui semblait pas du tout incongru, en disant moi, effectivement, j'ai été un jeune élu à Nantes et j'ai appris beaucoup de mes aînés qui étaient forcément des socialistes. Il parle de Jean-Marc Ayrault, mais il parle d'élus un peu plus obscurs, un peu oubliés maintenant. Il dit oh oui, c'est eux qui m'ont appris le métier de gestionnaire d'une ville. Donc il se réclame, même si
disent bien qu'ils sont dans une famille politique différente. Il assume bien, François de Rugy, ce rôle d'héritier. Alors, la durabilité de l'alliance entre les socialistes et les Verts. Je n'ai pas de boule de cristal sous la main, je ne lis pas dans le mar de café, mais regardez ce qui s'est passé au lendemain de la manifestation du 22 février, cette manifestation qui a lieu à Nantes sur Notre-Dame-des-Landes et qui a été émaillée d'incidents violents. Évidemment, ça a suscité de l'émotion, des réactions le samedi soir, le dimanche, mais dès le lundi, la tension entre socialistes et verts est singulièrement retombée au niveau national comme au niveau local. Pourquoi ? Parce que ces deux formations politiques ont un intérêt mutuel à ce que se maintienne l'alliance. Il faut quand même rappeler que des élus verts comme François de Rugy, dont je parlais à l'instant, député, comme Ronan Dantec, sénateur, comme les différents élus verts, vice-présidents à la région, vice-présidents à la communauté urbaine de Métropole, évidemment, ne sont là que parce que il y a un accord avec les socialistes. Cet accord disparaîtrait demain, ils n'ont plus ces postes. Les socialistes, eux aussi, ont besoin des Verts nationalement, parce que si les Verts quittent le gouvernement, eh bien, les socialistes se retrouvent tout seuls, ce qui n'est pas très bon politiquement. Et puis parce que je pense réellement, un certain nombre de membres de la génération, de nouvelle génération m'en ont parlé, comme la candidate socialiste à la mairie de Rennes, qui me dit, bon, on est probablement plus écolo-compatible que nos prédécesseurs, parce que on est d'une génération où on a plus conscience que le monde est fini, que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, et donc on est dans des paradigmes plus compatibles avec l'écologie que je dis. C'est ça, je crois que c'est profondément vrai, et que, indépendamment de tous les débats, et notamment le débat sur Notre-Dame-des-Landes, qui n'est quand même pas l'alpha et l'oméga de la vie politique, ni française ni nantaise, eh bien, indépendamment de tout ça, je crois qu'il y a des raisons profondes pour que l'alliance soit durable. Et oui, ce que vous le dites, c'est que malgré les pavés de la manifestation, on pourra quand même s'embrasser le soir du premier tour sans trop de difficultés. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que c'est une génération finalement qui est plus professionnelle que militante par rapport à leurs aînés ? En tout cas, elle n'a pas le même type d'expérience militante. Alors, ce sont des gens qui adhèrent au Parti socialiste généralement très jeunes. Une des plus tardives dans l'adhésion, Johanna Roland, adhère quand même au Parti socialiste à l'âge de 25 ans. La différence majeure sous l'angle du militantisme vis-à-vis de la génération des conquérants, c'est que ces jeunes gens, trentenaires ou des quadragénaires, ont peu d'expérience du militantisme autre que le militantisme au sein du Parti socialiste. Par exemple, on n'a plus de militants passés par des syndicats ouvriers. On n'a plus de militants passés par des mouvements d'Action catholique. On n'a plus de militants passés par des mouvements d'éducation populaire laïque comme les Francas, dont est issu quelqu'un comme Jacques Oxet. Ça, c'est un changement important. Cela dit, faudrait pas caricaturer ma position. Moi, je ne suis pas de ceux qui crachent sur les élus en disant que les élus sont des gens complètement coupés du monde et coupés des réalités. Le fait de faire les cages d'escalier, le fait de tenir des permanences électorales, le fait de se promener sur les marchés, le fait de rencontrer les citoyens dans la vie de tous les jours, ça permet quand même de toucher les réalités du moment, les réalités de la vie quotidienne de ses concitoyens, largement autant que la vie d'un chef d'entreprise ou d'un universitaire. On va prendre une pause musicale avant d'évoquer les scénarios de l'avenir. Looking
Fréquence citoyenne. Finalement, votre livre montre bien comment la vague rose de 77 à la fois avait été préparée avant, ce glissement de terrain que vous avez évoqué, et a généré un nouveau paysage politique dans l'Ouest. Est-ce qu'on peut se poser la question de la fin de ce modèle ? Alors évidemment, les choses, on n'attend pas un nouveau glissement de terrain cette fois-ci, pour autant qu'on puisse l'anticiper. Mais est-ce que quand même... on peut avoir ce modèle remis en cause progressivement, et finalement quels sont les scénarios possibles? Est-ce qu'un nouveau cycle se dessine avec ces élus-là ou d'autres demain? Alors c'est la fin d'un cycle sur le plan générationnel. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Une génération s'en va ou est déjà partie, une nouvelle génération arrive. La question est de savoir si à cette cassure générationnelle va correspondre une cassure politique. Alors là encore, je ne lis pas dans le mar de café, mais il me semble quand même qu'il y a des perspectives qu'on peut écarter. Je n'imagine pas du tout que ces élections municipales puissent être un 1977 à l'envers. On ne voit pas de mouvement de fond comparable à celui que j'ai exposé tout à l'heure, dans les années 60, et qui aboutit à cette victoire de 77. On ne voit pas du tout un mouvement de fond qui permettrait à la droite d'escompter une victoire comparable. Non, ce qui peut se passer, c'est une sorte de dilution du modèle de l'Ouest. Ce modèle de l'Ouest, on peut dire que il se caractérise par une alliance entre des performances économiques qui restent tout à fait appréciables, et en Bretagne et dans les Pays de la Loire, malgré les difficultés indéniables. Le taux de chômage est plus faible qu'ailleurs en France. Les métropoles, notamment Nantes et Rennes, continue de tirer le territoire. Ce sont des régions et des villes qui demeurent moins inégalitaires qu'ailleurs. On s'aperçoit également qu'il y a des indices qui témoignent de la confiance en soi et de la confiance en l'avenir de la population. Donc c'est un modèle relativement robuste. La question est de savoir si cela va durer, si l'approfondissement de la crise va diluer ce modèle, va faire que un certain nombre de solidarités, notamment, vont se dissoudre, et si un certain nombre de digues qui ont été élevées jusque-là, et qui contiennent notamment le vote d'extrême droite, si ces digues vont finir par céder. En d'autres termes, on peut émettre l'hypothèse que nous vivons la fin d'une parenthèse historique qui aurait été ouverte dans les années 60, qui aurait vu à un moment donné, le Parti socialiste réaliser cette espèce d'unité, de cohérence entre des valeurs anciennes et des comportements économiques nouveaux. Et dans ce cas-là, si cette singularité était en train de s'éroder, eh bien, demain, on votera à Varade ou à Lampol-Guimillot, comme dans telle ou telle commune du Var. Vous dites que vous ne voyez pas de vague bleue arriver, mais vous dites aussi dans votre livre que les glissements de terrain se préparent très très longtemps à l'avance. Est-ce qu'à droite, il y a quelque chose qui finalement pourrait se préparer pour plus tard? C'est-à-dire que, je ne veux pas faire de parallèle historique avec le Parti socialiste, ce serait assez aventureux, mais on peut voir une UMP un peu secouée de partout, et puis voir en même temps une jeune génération à droite qui a émergé dans les questions des manifs pour tous, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître ou pas? Moi, il me semble que, juste précisément non. Toutes les manifestations contre ce qu'on a appelé le mariage pour tous
n'ont pas suscité d'écho exceptionnel dans l'Ouest, alors qu'on aurait pu se dire qu'il y avait, ma foi, là, un terrain favorable. Non, je ne vois vraiment pas d'équivalent. Le risque pour la gauche, plutôt celui que je décrivais, c'est une espèce d'érosion des spécificités. Alors, c'est un horizon possible. On peut se dire qu'il y a un autre horizon possible, c'est-à-dire qu'après tout, les choses ne vont pas si mal, et que la nouvelle génération socialiste peut chausser, sinon les pantoufles, du moins les bottes de ses prédécesseurs, et continuer à assurer la cohérence, notamment la cohérence entre les territoires. Il y a quand même une vraie singularité de ce point de vue-là dans l'Ouest. Un maillage territorial assez particulier entre grandes métropoles, villes de moindre importance, pôles urbains encore de deuxième ordre, qui fait que on n'a pas dans cette région ce qu'on a dans d'autres, où il y a une métropole et puis ailleurs un périurbain un peu indifférencié. Les choses pour l'instant restent bien structurées, et contrairement à ce que prétend un géographe comme Christophe Guilleluby, le périurbain dans l'Ouest pour l'instant, n'est pas du tout un lieu de vote Front National, mais c'est le lieu par où se sont diffusées les idées et les comportements électoraux socialistes. J'en veux pour preuve la dernière élection législative, celle de 2012, qui est certainement un excellent cru pour la gauche, mais qui voit dans des régions au sud du département, le Pays de Ré et le Vignoble, deux élus socialistes, deux femmes qui plus est. Il y a bien eu la part une sorte de diffusion, de diffusion périurbaine par les voies de communication, des comportements électoraux socialistes. Philippe, est-ce qu'en même temps, le premier parti de France, c'est pas l'abstention ? Si, bien sûr. Et est-ce que ça, c'est un élément qui peut peut-être... en tout cas, ça révèle une certaine crise de la démocratie représentative, et la diffusion qu'on évoquait tout de suite des idées socialistes, celle du Front National, vous dites c'est pas encore arrivé ici. Par contre, celle de l'abstention, elle me paraît largement engagée. Je ne serais pas surpris qu'on dépasse les 50% d'abstention sur une élection municipale qui a toujours échappé, d'une certaine manière. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, vous avez écrit des choses de cet ordre dans un tout récent numéro de Place Publique. Effectivement, au-delà d'un certain seuil, l'abstention va jusqu'à remettre en cause la légitimité des candidats élus. C'est un énorme problème politique. Vous employez l'expression idée socialisme, vous employez le mot socialisme. Est-ce que le mot socialisme veut dire la même chose aujourd'hui qu'en 1977 ? Est-ce que c'est un mot du XXe siècle ? Est-ce qu'aujourd'hui on le remplace par le mot gauche, qui est un concept extrêmement large ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être socialiste ? Oui, non, bien sûr, ça n'a plus du tout le même sens. Je cite dans ce livre un ouvrage qui était sorti immédiatement après l'élection municipale de 77, qui a l'avantage de recueillir la parole des élus de l'époque. Et dans ce petit livre, on voit Jean Monnier, le maire d'Angers, qui se paye le luxe de citer Lénine. C'est pas mal. C'est pas mal à la bouche de Jean Monnier. On n'imagine pas ça. Non, bien sûr, le monde a changé. Les hommes, les partis, les idées aussi. Mais du coup, finalement, est-ce que c'est le mouvement de la société qui a changé finalement la vie, ou c'est l'action volontariste des élus ? Non, moi je ne crois pas du tout à la thèse de la trahison des élus qui auraient viré Casaque et tout ça. C'est simplement que le monde a beaucoup changé, et un changement tout à fait considérable devant lequel les élus municipaux en particulier se sont trouvés en première ligne, c'est la mondialisation de l'économie. Quand vous parlez avec Joël Batteux, le maire de Saint-Nazaire, ville industrielle, ville ouvrière s'il en est, il vous dit, écoutez, moi, la stratégie d'investissement des chantiers STI
STX ou d'Airbus, j'avoue que je n'ai pas la main dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est rendre ma ville la plus accueillante possible pour que les choses se passent le moins mal possible. Là, la mondialisation économique, ça a obligé les maires à bricoler, à inventer des choses, à s'inventer leur propre caisse à outils. Et on n'est plus, évidemment, dans la période post-68 où on disait tout est politique. Maintenant, on aurait tendance à dire tout est économique, tout est financier, ce qui est probablement une erreur également. Mais l'ère du temps a profondément changé. Mais est-ce que l'histoire de cette période, finalement, c'est pas l'histoire d'une uniformisation, évidemment, de la pensée territoriale? À droite comme à gauche, on a des projets urbains qui sont finalement assez semblables, peut-être avec des marqueurs différenciants comme la culture ou des choses comme ça, mais... Oui, bien sûr. La gestion d'une ville comme Bordeaux et la gestion d'une ville comme Nantes ne se différencient pas absolument. Ça me paraît clair. Je voudrais revenir un petit peu sur l'idée du vote protestataire. Vous avez dit que le scénario du géographe Christophe Guilluy ne pouvait pas s'appliquer ici. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas s'appliquer. Vous ne pensez pas? Pour l'instant, il ne décrit pas ce qui se passe ici. C'est un horizon possible. On peut aujourd'hui, alors je ne vais pas vous demander de faire des pronostics pour les élections, mais on a du mal à savoir ce que représente aujourd'hui le vote protestataire dans un territoire comme celui de l'Ouest, à gauche comme à droite d'ailleurs. Déjà, la notion de vote protestataire mérite d'être un peu étudiée. Je pense, comme le disait Philippe Dick, plus que le vote protestataire, c'est la question de l'abstention, du refus d'aller voter ou du sentiment d'être hors du jeu qui est le plus inquiétant. Philippe? Oui, alors peut-être revenir sur le très court terme et qu'est-ce que vous disent ces futurs potentiels élus de ce qu'ils feront quand ils vont arriver à la tête des villes. Est-ce que là-dessus, vous avez eu des échanges avec ces... J'avoue que je n'ai pas eu de scoop, j'ai pas eu de révélation, et ce sont des gens extrêmement prudents. Alors, ils assument quand même pleinement l'héritage de leurs prédécesseurs. Ils ne se situent pas en rupture vis-à-vis des politiques menées jusque-là. Ils font entendre leurs différences, je dirais, sur deux aspects principaux. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra gérer en période économiquement difficile. Et deux, c'est probablement sur les aspects de gouvernance. C'est du moins ce qu'ils disent avant d'être élus, nous verrons par la suite, que ces futurs maires pourront marquer leur différence. C'est le seul facteur différenciant dans les programmes de droite ou de gauche aujourd'hui, ces questions de gouvernance? Là je ne disais pas que c'était le facteur différenciant entre la droite et la gauche, je disais que c'était le facteur différenciant par rapport à la génération précédente. Alors entre la droite et la gauche, oui, il y a bien sûr des différences, mais ce sont plutôt des signaux qui sont envoyés à son propre camp, comme quand Laurence Garnier, la candidate de l'UMP à Nantes, attire l'attention sur le nombre de fonctionnaires qu'il y a sur la liste de la candidate socialiste Johanna Rolland. C'est une manière évidemment de caresser dans le sens du poil son électorat, a priori plutôt hostile à la fonction publique. Dans votre livre, vous citez Jacques Auxiette qui dit on est passé finalement de changer la vie à faciliter la vie. Pour cette période, finalement, c'est un aveu qui est assez douloureux. Je crois même que j'ai entendu dans la campagne électorale actuelle à Nantes ce slogan-là, mais ce slogan-là, il n'était pas formulé forcément par quelqu'un de gauche. C'est assez curieux quand même. Écoutez, moi, je viens d'avoir 60 ans. À 60 ans... Bon anniversaire. Merci. On ne croit pas forcément tout à fait aux mêmes choses, ou tout à fait dans les mêmes termes que quand on a 20 ans. Très bien. Écoutez, merci Thierry Guidet. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec vous. On pourrait discuter encore très très longuement. Donc, j'invite tous les auditeurs à se précipiter vers la librairie la plus proche de chez eux pour acheter le livre. Donc, je le rappelle, ça s'appelle La Rose et le Granit. C'est paru aux éditions de l'Aube. C'est plutôt bien écrit, mais on est habitué avec vous. Et on y trouve même aussi des coquetteries littéraires d'autrefois, parce que vous employez beaucoup le mot consonner. C'est assez intéressant parce que c'est un mot qu'on ne trouve
quasiment plus dans les dictionnaires aujourd'hui, qu'on trouve dans le littré. C'est peut-être le rapport avec Siegfried. Donc il y aura eu Siegfried et il y aura sans doute Thierry Guidet pour le 21e siècle. En tout cas, merci et lisez ce livre et à bientôt sur Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.